Rebonjour à tous. On va donc commencer les TD sur les dérivés halogénés. Donc on l'a vu sur la deuxième vidéo, les réactions de substitution nucléophile. Donc sur ce TD1, donc le TD1, je vous mets l'énoncé ici sur la droite et un tableau blanc sur la gauche, donc en termes de correction. Comme je vous le disais dans mon mail, n'hésitez pas à prendre le TD. Alors au début, évidemment, tout seul c'est un petit peu compliqué, vous savez pas trop comment on fait. Mais voilà, essayez de réfléchir par vous-même, de prendre la correction, et évidemment, si vous ne comprenez pas, regardez cette vidéo. Et encore une fois, si vous ne comprenez vraiment pas, si vous avez des questions, envoyez-moi un mail avant ce soir 19h sur mon adresse mail qui est sur la ruche. Je répondrai avec plaisir à vos questions. Très bien. Sur ce TD des dérivés halogénés, on commence par le premier exercice. Donc le premier exercice qui est une réaction. Alors on commence déjà, vous voyez, je ne vous donne pas vraiment de molécules, c'est ce que je vous ai dit, vous allez devoir un petit peu savoir les dessiner, en tout cas pour les plus simples. Donc on commence avec le TD numéro 1, donc les dérivés halogénés. Voilà, et donc on fait l'exercice 1. Sur cet exercice 1, alors, on va le prendre vraiment par étapes. On vous dit tout d'abord le R2-bromo 3-méthylbutane. Alors, qu'est-ce que c'est que le R2-bromo 3-méthylbutane? Alors, il y a une notion qu'on n'a pas revue en cours, c'est cette notion de R et S. J'en ai parlé, on ne l'a pas revue. Donc pour l'instant, on ignore le R. C'est comme si vous aviez en fait du 2-bromo-3-méthylbutane. Alors comment on fait ça? En premier, d'abord, vous avez le butane. Le butane, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de 4 carbones. Donc c'est 1, 2, 3, 4 carbones. Ici, vous avez votre butane. D'accord? 2 bromo, donc ça veut dire que c'est une chaîne butane avec un substituant en position 2, c'est du brome. Donc 1, 2 bromo, voilà, et 3 méthyl. Ici, vous avez un autre carbone. Je vous rappelle, ça, c'est comme si vous écriviez CH3, CH2, CH, du coup, CH3, et ici, CH3. Hop, j'avais oublié le brome. Voilà. Ici, c'est un CH, avec ici votre brome. En termes de nombre de H, ce que je vous ai dit, le carbone fait 4 liaisons. Donc vous mettez d'abord tous les substituants que vous avez besoin et vous complétez avec le bon nombre de H. Vous voyez par exemple ce carbone fait une liaison ici, une liaison ici, une liaison ici. Il lui manque une liaison pour en faire 4, donc vous rajoutez un H. Le carbone ici fait qu'une seule liaison avec ce CH, donc il lui faut 3 H, etc. etc. Donc déjà ici vous avez du 2-bromo 3-méthylbutane. Le seul souci c'est qu'on vous dit, sur cet énoncé, qu'il est R. Alors, qu'est-ce que c'est que le R2-bromo 3-méthylbutane? Je vais peut-être agrandir un peu mon stylo. Ouais, c'est pas mal, vous allez mieux voir. Le R2-bromo 3-méthylbutane, ça veut dire qu'en fait, si vous regardez bien ici ce carbone-là, il a 4 substituants différents. Si on regarde le carbone, il a au-dessus de lui du brome, ici un CH avec évidemment les CH3 de chaque côté, et de ce côté-là, un CH3. Et la quatrième liaison, on l'a dit tout à l'heure, c'est un H. Donc si vous regardez, un carbone qui a 4 substituants différents, c'est ce qu'on appelle un carbone asymétrique. D'accord? Un carbone avec 4 substituants différents, c'est un carbone asymétrique. Et donc il a deux configurations possibles, une configuration R et une configuration S. Et donc là on vous dit que vous avez un carbone de configuration R. Comment est-ce qu'on... Jack, ah non, j'aimerais bien déplacer tout ça si c'est possible. Voilà. Ce bromo, ce R bromo, on va regarder un petit peu la numérotation ici. Tac. Comment est-ce qu'on fait un carbone asymétrique R?
Alors ça, c'est relativement... il faut être, on va dire, organisé. Vous reprenez en fait ce que vous avez écrit, d'accord? Vous reprenez votre molécule, on va la dessiner un petit peu plus gros pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Et on va appliquer ce qu'on appelle les règles de Kallingol et Prelog, les règles CIP. Ce sont des règles que vous avez déjà dû rencontrer, qui vous permet en fait de voir ce que c'est qu'un carbone R ou un carbone S. Si vous n'avez jamais vu les règles de Kallingol et Prelog, si vous avez besoin d'un rappel, vous avez de très très bonnes vidéos sur internet, tout simplement, qui expliquent c'est quoi un carbone R et S. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que pour chaque substituant de votre carbone, vous allez les classer par ordre de masse molaire croissante. C'est-à-dire que vous allez faire dans votre tête la somme de la masse molaire de tous les substituants et vous allez les classer par taille. Évidemment, je vous rappelle, ici vous avez un H. H, sa masse molaire c'est 1, c'est le plus petit substituant. Ici vous avez du carbone et du brome. Donc le H, c'est un petit substituant. Ce qui fait que, en fait, vous allez, quand vous allez vouloir écrire un carbone asymétrique, soit R ou S, pour l'instant, vous n'écrivez pas le plus petit substituant. Vous allez voir pourquoi. Si on regarde ici votre molécule, comment est-ce qu'on va classer les masses molaires de tout ça? Tout simplement, le brome, c'est un halogène. Le brome, ce sont de très très grosses masses molaires. D'accord? Les halogènes, fluor, chlore, brome, iode, ce sont des molécules qui sont très très lourdes. Le chlore, par exemple, c'est 35,5. Le brome, sauf erreur de ma part, c'est quasiment 80. Donc ce sont des très très gros. Donc ne vous posez pas de questions. J'écris en bleu. Le brome, il sera classé numéro 1, dans le plus lourd. Le deuxième plus lourd, qu'est-ce que c'est? Ici, ce carbone-là, qu'est-ce que c'est? Ce carbone-là, on l'a vu tout à l'heure. Ce carbone-là, c'est un CH. D'accord? Parce que il fait 3 liaisons déjà ici, donc la quatrième, il a un seul H. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un CH3. Donc vous faites la masse molaire, la somme de masse molaire en fait de tout ce qui est porté sur le substituant. Donc en fait de base, vous voyez, vous avez ici un CH3 tout seul, mais par contre de ce côté-là, vous avez un CH plus un CH3 plus un CH3. Vous voyez, vous avez le CH plus CH3, CH3. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ici un substituant qui est très très lourd. Vous faites la somme de tout ce qu'il y a ici. Vous voyez, vous avez 3 carbones et plein d'hydrogènes, alors que ici seulement, vous n'avez qu'un carbone et 3 hydrogènes. Donc ce qui veut dire, je vais enlever mes gribouillages, ce qui veut dire que le carbone ici qui porte le tout, vous allez lui attribuer le numéro 2. Le carbone ici, ce sera donc le numéro 3. Et c'est ce que je vous ai dit, l'hydrogène c'est le plus petit, ce sera le numéro 4. L'hydrogène, on ne l'écrit pas sur une formule topologique. Si on regarde comment est-ce que vous tournez avec ces substituants, vous faites donc, on regarde, là je le fais à côté pour avoir plus de lisibilité, vous avez un truc comme ça, donc vous faites 1, 2, 3, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, donc votre carbone, ici, donc un carbone asymétrique, on le repère avec une étoile. Ce carbone asymétrique ici, il est bien R. Quand vos 3 premiers substituants les plus lourds tournent dans le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, vous avez un carbone R. A l'inverse, si en fait j'avais démarré en dessinant ma molécule, on va dire entre guillemets, à l'envers, si j'avais fait ça, ça existe, d'accord? Il n'y a aucun souci. C'est bien du 2-bromo-3-méthyl, c'est juste qu'on l'a retourné. D'accord? Les molécules, ça tourne, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de souci. Si j'avais dessiné ça, vous voyez, on n'aurait pas eu le même ordre. On aurait eu le 1 ici, le 2 ici, et le 3 ici. Pourtant, c'est la même molécule. C'est réellement la même molécule. Ce carbone asymétrique-là, si on l'écrit tel quel, on aurait dû 1, 2, 3. Les substituants tournent dans le sens anti-horaire, contre le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez un carbone qui serait techniquement S. Alors comment est-ce qu'on fait la différence? Parce que justement, ces deux molécules, ce sont les mêmes. Faites bien attention, on les a juste retournées. En fait, vous allez devoir indiquer dans l'espace la position de ces atomes. Donc ça veut dire que tout ce qui est en très simple comme ça, c'est dans le plan de votre feuille. Tout ce qui sera... En fait, vous avez 3 choses possibles. Vous avez le brome écrit comme ça, il est dans le plan de votre feuille.
Ça, c'est dans le plan. Voilà. Si vous mettez un petit triangle rempli, ça veut dire qu'il est vers l'avant. Voilà. Et si vous mettez des petits tirets, je vais faire un petit peu plus de place. Alors, je vous fais un petit rappel, hein, et ça c'est vers l'arrière. Ça veut dire, le premier ici avec le triangle rempli, il pointe vers vous, et le brome avec les petits tirets, il pointe vers derrière votre écran. D'accord ? Donc comment est-ce qu'on sait ça? Une fois, par exemple, là on veut un carbone R. Donc là en fait il serait très bien placé 1, 2, 3, on tourne dans le bon sens. Donc qu'est-ce qui se passe? On envoie le plus gros groupement vers l'avant. Et ici on envoie le plus petit groupement vers l'arrière. On écrit qu'à la fin le quatrième groupement. Là on a bien un carbone R. La définition d'un carbone asymétrique, c'est les substituants tournent dans le sens horaire et le plus petit substituant est envoyé à l'arrière du plan. Ce qui fait que, en fait, si vous regardez la deuxième écriture, là il serait écrit comme un S, pour qu'il soit réellement un carbone R, alors, pas moyen de réduire sa taille, non, pas grave, on va faire ça. Voilà. Pour que vous ayez réellement un carbone R, il faut que vous envoyiez le brome à l'arrière du plan et votre hydrogène à l'avant du plan. Ça, c'est une autre règle. Si vous comptez comme ça les substituants 1, 2, 3, donc en théorie, il serait S, ici, en tournant dans ce sens-là. Le seul problème, c'est que le plus petit substituant est vers l'avant du plan. Donc, au mieux d'un S, on dit que le plus petit substituant est vers l'avant. Donc, on inverse le sens, et le centre est R. D'accord ? Vous voyez, c'est la même molécule qu'on a retournée. Voilà. Donc ici, c'est un carbone qui est R. Parce que justement, la position dans l'espace de l'hydrogène et du brome nous montre qu'il est R. C'est la même molécule, mais il n'y a pas de souci. Mais vous voyez la différence? Dans le premier cas, on compte dans le sens horaire et notre plus petit groupement est vers l'arrière, donc on valide la configuration que le sens nous donne. Ici, on tourne dans le sens des aiguilles, contre les aiguilles d'une montre. Il devrait être S, mais votre plus petit groupement est vers l'avant, donc on inverse le sens. Votre carbone asymétrique, il est R. Donc, si je reprends tout ça, on vous dit au début de l'énoncé, le R de bromo 3-méthylbutane est traité par une solution de soude. Alors moi je vais faire exprès et je vais vous le mettre dans un autre sens pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc si j'écris ça dans ce sens-là, vous avez bien un centre asymétrique. Là je vais réduire un peu mon écriture. Ce carbone-là ici, voilà, il est R. D'accord ? Je vous laisserai vérifier, hein. Mais quand vous comptez, par exemple, vous faites 1, 2, 3, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le plus petit groupement vers l'arrière, donc on valide bien que c'est un R. Le R de bromométhylbutane est traité par une solution de soude diluée, donc ça c'est ce qu'on vous dit, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Une solution de soude, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que cette espèce-là, vous lui rajoutez de la soude. Et la soude, c'est quoi? C'est Na. J'ai dû mettre un peu trop épais. Voilà. On va recommencer. Votre solution de soude, c'est quoi? C'est une solution de NaOH. D'accord? La soude, pour ceux qui ne le savent pas, c'est NaOH. Voilà. Alors, sachez que par exemple en DS, du R de bromo 3-méthylbutane ou des choses qui se rapprocheront, je ne vous donnerai pas forcément la formule. D'accord? Parce que vous pouvez le retrouver avec les règles de nomenclature. Évidemment, des termes comme soude, potasse ou des choses comme ça, si vous les avez jamais vus, vous êtes bloqué, je vous les donnerai jamais tels quels. Voilà. Là, on les a fait en TD, par exemple, donc en DS, si je vous dis on met de la soude, vous devez savoir que c'est du NaOH. Et le NaOH, qu'est-ce que c'est? C'est du Na+, d'accord, plus du OH-. D'accord? On vous dit que c'est une solution de soude diluée, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On verra pourquoi c'est important par la suite. Et on vous dit le R de bromo 3-méthylbutane, il subit une réaction de substitution, donc nucléophile d'ordre 2. Ok, première information,
on a une substitution nucléophile d'ordre 2, SN2. Première chose à vous rappeler, SN2, ça se déroule comment? Une seule étape. D'accord? SN1, 2 étapes, SN2, une étape. Vous inversez l'indice. Là, SN2, qu'est-ce que c'est? Il faut regarder ici sur votre molécule. Alors, évidemment, ici, vous avez une charge moins sur votre OH- ici. Je vais mettre en rouge, par exemple. Sur votre molécule, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez un halogène. Rappelez-vous, hein, alors on ne les écrit pas en topologique, mais sur votre brome, vous avez 3 doublés non-liants. Ça, c'est pas obligé de les noter. Ce qui arrive, c'est que l'électronégatif de votre brome, je vais réécrire la molécule en dessous, voilà, en simplifiant, hein, je ne vais pas l'écrire avec la stéréochimie, pas les devant et derrière, d'accord? Le brome, qu'est-ce qui se passe? Il est très électronégatif, donc ça veut dire qu'il va attirer vers lui ce qu'on appelle un effet qui est moins I, on appelle ça moins I, parce qu'il est électronégatif, il attire les électrons. Donc qu'est-ce qui va se passer? Sur votre brome, vous allez avoir une charge delta moins, les électrons vont être très proches du brome, et sur ce carbone ici asymétrique, vous aurez une charge delta plus. D'accord? Donc qu'est-ce que vous avez dans votre milieu? Faites bien attention à ça. Vous avez à la fois ici une molécule qui a un site qui est électrophile, d'accord? Ce delta plus ici, c'est ce qu'on appelle un site, ce qu'on a vu en cours, hein, électrophile. Donc ça veut dire que c'est un site qui va pouvoir accueillir des électrons. Électrophile qui aime file les électrons. Électrophile qui aime les électrons. Donc ça veut dire que si vous avez une autre espèce dans votre milieu qui a beaucoup d'électrons, eh ben ça va marcher. Et justement, c'est le cas ici de notre réaction. On a du OH- ici qui a beaucoup d'électrons. Et donc, une SN2, on vous dit que la réaction se fait par SN2. Donc souvent, hein, en chimie organique, vous allez présenter les réactions comme ça. C'est-à-dire que vous avez votre réactif qui est à gauche de la flèche. Vous avez aussi un autre réactif sur la flèche avec lequel il va agir. Alors vous avez deux façons de présenter, comme ça, ou si vous voulez, hein, vous pouvez aussi présenter totalement hop, le brome comme ça, par exemple. Vous pouvez faire plus NaOH, par exemple. Avec la flèche, mais rien sur la flèche, et juste mettre SN2. Vous avez le droit de faire ça. La présentation comme ça, elle est un petit peu mieux, parce qu'en fait, ça vous permet d'identifier tout de suite ce qui se passe. Au-dessus de la flèche, je le disais, donc, la deuxième molécule avec laquelle votre réactif va réagir, et en dessous de la flèche, bien souvent, ce sont des informations. Le type de réaction, le solvant, la température, si on a besoin de savoir des choses comme ça, etc., etc. Là, on dit juste que cette molécule réagit avec le NaOH dans une réaction d'SN2 pour former, la flèche, le produit qu'on va écrire. Et donc là, c'est votre première réaction en chimie organique cette année. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a dit dans le cours que on écrit une flèche pour montrer comment se réalise la réaction, et c'est toujours d'une charge moins ou d'un site chargé en électrons vers une charge plus ou un site pauvre en électrons. Donc ce qui va se passer, on va partir ici de la charge moins, et on va venir attaquer, on pointe bien le carbone, ce carbone-là qui est delta plus. D'accord ? Le carbone ici fait déjà 4 liaisons, donc il faut en rompre une nouvelle, parce que là on crée une liaison carbone-oxygène. La liaison qui va être facilement cassable, c'est la liaison de l'halogène. Donc on va rabattre la liaison sur le brome. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça vous donne la même molécule, ici, avec, alors je ne vais pas l'écrire tout de suite, d'accord? Alors, ce que vous pouvez faire, vraiment, si vous avez peur d'être perdu, par exemple, vous voyez, on met le OH de ce côté-là, on met le H ici, alors c'est pas très joli. Pour l'instant, on n'écrit pas de stéréochimie. Plus du Br-, parce que vous avez un brome qui est entouré de 4 doublés, parce qu'il a récupéré tous les électrons de la liaison. Évidemment, il vous reste du Na+ dans votre milieu, donc normalement, vous avez du plus Na+. Comme ce sont des ions, ces choses-là, en fait, ça va faire des déchets, ça va faire du sel, comme du NaCl. Là, vous allez avoir tout simplement du NaBr. Ça, c'est ce qu'on appelle des sous-produits. D'accord? Donc ça, ce sont des sous-produits. Voilà, pour vous rappeler, un NaBr, c'est comme du NaCl, c'est du sel, des choses comme ça. C'est pas vraiment ça qu'on cherche à faire. Je vais vous mettre ça quand même. C'est des sous-produits.
Ici, vous voyez bien, on a créé cette liaison ici en bleu, la liaison carbone vers OH. D'accord? Le seul souci, c'est que la réaction s'est faite en une seule étape. Et si vous regardez, votre brome est très très gros. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que devant le plan ici, alors le brome, je vous rappelle, il pointe vers nous, vers l'avant. Alors c'est pas très facile de faire ça en distanciel, mais voilà. Ce brome, il pointe vers nous, vers l'avant. Donc ça veut dire que le OH, l'espace qui est devant cette molécule, l'espace qui est devant votre écran en fait, il est occupé. Donc le OH- pour venir attaquer le carbone, il n'a pas d'autre choix que de venir par derrière l'écran. D'accord? Votre brome, il prend tout l'espace qui est devant votre écran. Le reste de votre molécule, c'est des bâtons simples. Il est derrière l'écran. Et en fait, il est sur votre écran, pardon. Et en fait, derrière votre écran, qu'est-ce qui vous reste? C'est un petit H. Le petit H, il est là, mais il ne prend pas beaucoup de place. Le OH-, il va pouvoir attaquer par derrière. Donc, ce qui veut dire que on a le droit d'écrire, parce que là, vous voyez, je vous l'ai écrit comme ça pour vous montrer qu'il va bien attaquer ici. Mais voilà, pour que ce soit joli, en théorie, quand on écrit une molécule, vous pouvez l'écrire, tac, 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 on reprend la même chose. On va substituer ici votre Br par du OH, et ici on a un H. D'accord? Ce sont des réactions de substitution nucléophile. On substitue par un nucléophile. D'accord? Donc forcément, en fait, on a juste changé votre Br en OH. Ce qui va être important ici, c'est de savoir, c'est de montrer justement que cette réaction, le fait que le OH est obligé d'attaquer par derrière, en fait, il va pousser le H. Tac, tac. Et donc, en fait, votre OH, il va arriver par derrière le plan. Ce qui fait que votre H va passer devant le plan. La configuration finale de votre produit, si vous comptez, alors OH, l'oxygène c'est 16 en masse molaire plus le H, donc ça fait beaucoup. Le carbone c'est juste ça. OH ça fait 1, ici un carbone c'est 12, c'est moins que 16, donc ça vous fera 2. D'accord? Et ici, vous avez 3. Donc techniquement, pour déterminer ici la configuration de ce carbone asymétrique ici, quand vous comptez, vous faites 1, 2, 3, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, je vais vous supprimer un petit peu tout ce qui est en dessous pour faire un peu de place. Voilà. Donc techniquement, vous faites, on reprend la numérotation, vous faites 1, 2 et 3. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Votre carbone devrait être R. Si vous regardez bien, votre plus petit groupement, c'est le H ici, il est devant le plan. Et on a vu tout à l'heure, quand le plus petit groupement est devant le plan, on inverse. Donc, le sens de rotation nous donne un carbone R. H est devant le plan. Donc, ça vous donne au final un carbone S. Donc, votre carbone asymétrique, il est passé de R à S. C'est ce qu'on a vu dans le cours, je vous laisserai revoir ça. Dans le cours, qu'est-ce qui se passe? Quand vous faites une réaction de SN2, c'est en une seule étape. Vous avez inversion de la configuration. Alors si votre centre était de base, s'il avait une configuration, s'il était R ou S, s'il était ni R ni S, évidemment, vous n'avez pas inversé le centre. Vous avez inversion de la configuration absolue, ce qu'on appelle la configuration absolue. C'est ce qu'on appelle l'inversion de Walden. Voilà, ça a un nom. Voilà. Et donc vous voyez là, on a fait notre réaction de substitution nucléophile. C'est l'inversion de Walden. Ça, vous l'avez sur votre correction, sans souci. Vous pouvez regarder tout ça. Ça, c'est uniquement votre premier exercice. D'accord? Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Voilà. Ce qui est important, alors évidemment, ça fait beaucoup de choses au début. Ce qui est important, c'est de pouvoir dessiner la molécule, de savoir dessiner aussi un centre stéréogène qui soit R ou S. Et après, vraiment, les choses, entre guillemets, nouvelles de ce qu'on voit là, ce sont les réactions d'ordre type substitution nucléophile et autres. Donc là, on a bien notre réaction qui s'est faite. C'est votre exercice 1. Et vous voyez, en fait, en chimie organique, vraiment le cœur de cet enseignement, c'est uniquement montrer avec des flèches ce qui se passe. Vraiment, ça va être que ça. C'est ce qu'on appelle, en fait, avec les flèches,
Voilà. Si j'écris uniquement, si je vous montre, hein, si j'écris uniquement, perdu, tac, tac, alors on va essayer quand même de faire des liaisons qui ont à peu près la même taille. Si j'écris juste ça, NaOH en SN2, ce qui nous donne tac, 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 OH, ça, les H, hein, sauf pour montrer une configuration absolue, on ne les montre pas en topologie. Si j'écris juste ça, par exemple, si je vous demande, si j'écris juste ça, c'est ce qu'on appelle une réaction. Voilà. On montre simplement qu'on fait une substitution nucléophile, on change le Br par un OH. En vrai, en chimie organique, je vais vous demander d'écrire le mécanisme réactionnel. Et le mécanisme réactionnel, c'est quoi? C'est tout le détail là-haut avec les flèches. Parce que pour l'instant, c'est relativement, on va dire, avec une seule flèche. D'accord? Mais par la suite, vous verrez, on va faire des mécanismes qui auront plusieurs flèches, il y aura des réactions en cascade qui vont se passer, etc., etc. Donc voilà, donc si je vous demande le mécanisme réactionnel, c'est avec les flèches. Je vais vous l'écrire. Voilà. Mécanisme réactionnel, c'est avec les flèches. Si je ne vous demande pas le mécanisme réactionnel, vous n'écrivez pas les flèches. Vous pouvez simplement me faire ce que j'avais écrit en dessous. On change le Br en OH. Et vous verrez en fait, parce que après ces réactions-là, vous allez les connaître, ce sont les plus simples. J'aurais pas trop d'intérêt à vous demander le mécanisme réactionnel de réaction simple, entre guillemets, vous verrez par la suite, simple comme ça, par rapport à des réactions qui seront plus complexes pour la suite. Voilà. Ça, c'est tout pour l'exercice 1. On va attaquer tout de suite l'exercice 2. Alors, je vais faire ça dans la même vidéo. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Tac. Ici. OK. Votre exercice 2. Vous allez voir, le premier exemple, hein, c'est relativement la même chose. On va faire à peu près la même chose. Ne vous inquiétez pas. C'est pour vous remontrer vraiment ce qu'on est en train de faire. On vous dit dans chaque cas écrire l'équation de la réaction, le mécanisme réactionnel et commenter la stéréochimie du produit formé. Donc c'est la même consigne que tout à l'heure, on vous disait écrire l'équation de la réaction, le mécanisme réactionnel et commenter la stéréochimie du produit formé. Écrire l'équation de la réaction. L'équation de la réaction, donc dans le cas du petit a, on vous dit le 2-chloropentane est traité par une solution de soude diluée et elle subit une réaction de substitution nucléophile d'entre deux, SN2. Exactement la même chose, on change la molécule. Donc du R2-chloropentane, qu'est-ce que c'est? Vous avez ici la chaîne principale qui est du pentane. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On vous dit qu'en position 2, vous avez un chlore. Là, je vais écrire 2, moi. Vous avez un chlore. Et on vous dit que le carbone qui porte ce chlore, ici, il doit être de configuration R. Alors, dans un premier temps, je vous ai dit, vous écrivez tous vos groupements dans le plan et après vous comptez. Le chlore, c'est l'atome le plus lourd, ça fait 1. Ici, vous avez une longue chaîne par rapport à une petite chaîne, elle sera plus lourde, ça fait 2. Et ici, votre méthyle arrive en 3. Je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, vous avez un quatrième groupement qui est un H, mais ici, je ne l'écris pas pour le moment. Si vous regardez vos groupements, vous faites 1, 2, 3, vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, techniquement, écrit comme ça, votre groupement serait R. Parfait, c'est ce que vous voulez. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est envoyer votre plus gros groupement. Il faut que je grossisse un peu ça. C'est envoyer votre plus gros groupement vers l'avant. Voilà. Et votre plus petit groupement vers l'arrière. Et on valide la configuration R qu'on semble avoir ici devant les yeux. Donc, je peux l'écrire si vous voulez. Ce carbone-là, il a une configuration. On n'a pas pris en compte ça. Voilà. Il a une configuration R. Donc voilà. Donc là, on a écrit un petit peu plus rapidement ce que c'était du R2-chloropentane. Et même chose, on vous dit qu'il est traité par une solution de soude. Donc la solution de soude, c'est NaOH. Donc même chose, NaOH, qu'est-ce que c'est? C'est du Na+, plus du OH-, ou du HO-. Je vais l'écrire dans l'autre sens pour vous montrer. Bien vous montrer que la charge est sur le O-.
Et donc, on a ici, et on vous dit, dernière information, subit une substitution nucléophile d'ordre 2, SN2. Même chose que tout à l'heure, on va pouvoir écrire le mécanisme réactionnel de tout ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre un stylo bleu. Vous savez que sur votre chlore, on va commencer par ça. Votre chlore est très électronégatif, donc il aura une charge delta-, c'est un halogène, comme le brome, comme l'iode, comme on verra. Donc ça veut dire que le carbone qui le porte, le carbone ici, là, il a une charge delta+. Je vais prendre quelque chose de plus fin aussi. Voilà, ce carbone-là, ici, où il y a l'étoile, il a une charge delta+. Votre chlore, il est delta-, et votre carbone est delta+. Donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, vous avez du OH- qui est très chargé en électrons, un carbone ici qui est très peu chargé en électrons. Alors je vais cacher le centre asymétrique pour faire un peu de place. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir, alors le mieux, hein, c'est de ne pas passer à travers tout parce qu'on ne voit rien, c'est de l'esquiver un petit peu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir venir ici attaquer votre carbone. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous avez déjà 4 liaisons sur ce carbone, on ne peut pas faire un carbone à plus de 4 liaisons. On va casser la liaison carbone-chlore et le chlore s'en va. Et là, c'est encore plus simple, hein, vous voyez, c'est que le OH-, comme le chlore est à l'avant du plan, il ne peut pas venir par devant. En fait, vous ne pouvez pas écrire ça, parce que le chlore, en fait, il prend beaucoup d'espace ici. Donc, il est obligé de passer de l'autre côté, comme ça. D'accord? Et on voit bien ici qu'on va... Alors, réaction de substitution nucléophile, donc je réécris ma chaîne. Au passage, faites attention, en partiel, je vois beaucoup d'oubli, c'est-à-dire que vous recopiez la chaîne vite fait, mais vous oubliez un carbone. C'est malheureux de perdre des quarts ou des demi-points comme ça, donc recomptez bien vos carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Réaction de substitution. Donc ça veut dire qu'on substitue le chlore par un OH, et en plus, ce OH, il arrive de l'autre côté du chlore. Donc ça veut dire que votre OH, ici, il est derrière le plan. D'accord? Réaction de substitution, vous modifiez la molécule, vous changez le chlore par un OH, et en plus, d'ordre 2, votre OH- il va venir attaquer de l'autre côté du plan. Ok? Et avec tout ça, évidemment, est-ce que je vais avoir un petit peu de place? Oui, parfait. Vous avez libéré dans votre milieu du Cl-, donc vous avez plus Cl-, et vous aviez sur votre contre-ion de départ du Na+. D'accord? Et tout ça, ça va se lier. Hein. Des ions dans un milieu comme ça va se lier. Pardon. Donc vous allez avoir du plus NaCl. Là, c'est du sel. En gros, vous allez avoir bien souvent du sel qui va tomber dans le fond de votre réaction. Voilà, je le cache, n'oubliez pas le NaCl. Bon, bah, je vais pas le cacher, on va faire ça. La consigne, qu'est-ce que c'était? C'était, dans chaque cas, écrire l'équation de la réaction, on est bien. Le mécanisme réactionnel, on est bien. On a fait les flèches, on a montré ce qui se passait. Et commenter la stéréochimie du produit formé. Si vous regardez, ce carbone-là, ici, il a 4 substituants différents. Donc, il est asymétrique. Si vous voyez ici, il y a un CH3, ici un CH2, CH2, CH3, ici un OH-, et évidemment, il y a le quatrième qu'on ne montre pas en topologique, le H. Voilà. Donc, la stéréochimie de ce produit-là, s'il faut la commenter, on compte. Le plus lourd, c'est OH, avec l'oxygène qui fait 16. Le deuxième plus lourd, ici, c'est de la longue chaîne carbonée. Le troisième plus lourd, c'est ce petit carbone qui est tout seul. Donc, si vous regardez, vous allez avoir... En théorie, hein, si vous comptez comme ça, 1, 2, 3, vous allez tourner dans le sens R, sauf que si votre OH est à l'arrière du plan, ça veut dire que le H qui vous reste, il est vers l'avant du plan. D'accord? Donc même chose, on peut écrire, je vais vous faire une petite phrase, si vous avez besoin de l'écrire, parce que comme ça vous aurez une idée de comment on peut le rédiger. Donc les règles de Cannes. Là. Ça, en fait, les règles que je vais écrire, c'est simplement pour savoir
dans quel sens on numérote 1, 2 et 3. Donc ça s'appelle les règles de Kahn, Ingold et Prelog. Voilà, ce sont les 3 personnes qui ont contribué à ça. Donc les règles de Kahn, Ingold et Prelog, ce qu'on appelle aussi tout simplement les règles CIP, montrent un carbone asymétrique de configuration S, car les priorités des substituants alors, les règles de Kahn, Ingold et Prelog montrent un carbone symétrique de configuration S. Point. On va faire une phrase qui est très très longue, sinon c'est pas terrible. En effet, par exemple, les priorités des substituants semblent montrer un carbone R, mais le plus petit substituant est vers l'avant du plan. Donc, on inverse la configuration. Voilà. Techniquement, si vous regardez brut les 3 numéros, 1, 2, 3, vous tournez dans le sens horaire, vous devriez avoir un carbone de configuration R. Le seul problème, c'est que votre plus petit groupement est vers l'avant du plan. Donc on inverse la configuration et votre carbone ici est bien de configuration S. Si vous voulez vraiment être sûr de vous, en termes de points, c'est ce qu'on appelle, alors, tac, alors vous pouvez mettre pause, hein, évidemment, c'est une vidéo, donc si je vais trop vite, pour écrire la phrase ou des choses comme ça, n'hésitez pas. C'est cohérent, alors, les réactions de substitution nucléophile d'ordre 2 amènent ce qu'on appelle une inversion de Walden. Voilà. C'est assez logique, voilà. Si vous faites une SN2 et que vous inversez pas votre centre stéréogène, c'est qu'il y a soit un souci, soit une exception. Très honnêtement, cette année, on ne verra pas d'exception et je ne vous en donnerai pas en DS. Voilà, je ne vous prends pas en traître. Pourquoi ? Parce que ça n'a que très peu d'intérêt d'essayer de vous piéger là-dessus. Tant que vous comprenez ça, déjà, c'est très très bien. Vous voyez, on passe ici, alors je l'ai effacé, mais on passe d'un carbone qui était R, ici. Le carbone asymétrique est de configuration R et on passe à un carbone asymétrique de configuration S. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle ici une inversion de Walden. D'accord ? Ça, c'était le premier cas de votre TD. Donc vous voyez, on a répondu à toutes les questions, on a fait le mécanisme réactionnel, l'équation de la réaction, et on a commenté la stéréochimie du produit que l'on a obtenu. Il nous reste la deuxième partie ici. Voilà. Petit 2, petit b, d'ailleurs. On va cacher tout ça. Non, c'est pas grave. Voilà. Nickel. Petit b. Pour ce petit b, même chose, on va regarder ce qui se passe. On vous dit le S1-chloro-1-phényléthane est traité par une solution de cyanure de sodium, NaCN. Et il subit une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Des choses nouvelles, encore une fois, ici, qu'on va regarder ensemble. Tout d'abord, on va se demander qu'est-ce que c'est que le S1-chloro-1-phényléthane.
Même chose, hein, vous reprenez toujours votre chaîne principale. Alors, votre chaîne principale, ici, vous voyez, si j'arrive à l'attraper, c'est de l'éthane. Alors, éthane, c'est quoi? Et, c'est 2 carbones. Donc, éthane, c'est simplement, si je devais l'écrire en semi-développé, hein, ce serait du CH3, CH3, éthane. On va pas l'écrire en semi-développé, on va l'écrire en topologique. Donc, pour le moment, en fait, c'est juste 2 liaisons comme ça. On vous dit que sur cette molécule, en position 1, vous avez un chloro et en position 1, vous avez un phényl. Donc qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va vous donner en position 1 ici un chloro et en position 1 un phényl. Alors, voilà. Peut-être un substituant que vous ne connaissez pas. Alors c'est un pH, hein. J'espère que vous voyez bien. Le phényl, alors en chimie organique, on peut le simplifier par pH. Voilà, grand P, petit h. Qu'est-ce que c'est qu'en vrai le phényl? Je vais vous montrer. Clac, si je redessine la même molécule, clac, le phényl, c'est un cycle à 6 complètement insaturé. D'accord? Donc si vous dessinez un phényl, voilà. Alors, moi je vous conseille de d'abord écrire le phényl puis le reste de la molécule, c'est quand même plus simple. Vous voyez, vous faites un hexagone, tac, une liaison sur 2 qui va être insaturée, c'est-à-dire avec une double liaison. Hop, vous arrivez dans le carbone qui porte le chlore et le carbone ici. Et vous voyez, en fait, on a modifié ici ce phényl par l'écriture simplifiée pH. Mais voilà. Ce phényl, on le simplifie comme ça parce que pour le moment, en fait, on va pas faire de... je pense pas qu'on les verra cette année d'ailleurs. On ne fait pas de réaction de substitution aromatique. Alors c'est ce qu'on appelle un noyau aromatique, ça, hein, ce motif-là. On va pas en faire cette année. Donc vous pouvez tout simplement le simplifier, parce qu'on ne réagira jamais sur ce substituant ici. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, je vais vous le réécrire en bas parce que sinon ça ne sert à rien de l'avoir développé. Tac, tac, tac. Voilà. Je trouve ça un truc plus joli quand même. Voilà. On vous dit par contre que c'est un R de chloropentane. Donc ça veut dire que ce carbone ici, il est asymétrique. En fait, si vous regardez bien, hein, vous avez 4 substituants différents. Vous avez le chlore, le CH3, le phényl et évidemment l'hydrogène ici. On cache pour le moment. Et on vous dit qu'il est R. Donc si je compte mes règles de priorité, d'accord, qu'est-ce que ça va vous donner? On ne veut plus écrire lui. Bon, c'est pas grave. Ah si, ça y est, il est revenu. Le bromo. Le 1R bromo, etc. J'ai un souci. Ah non, j'avais un souci avec mon pad, mais ça va mieux, excusez-moi. Le S, 1-chlorophényl éthane. On va placer les règles de substituants. Hein. La règle numéro 1, ça va toujours sur votre chlore. La règle numéro 2, ça va sur le phényl. Hein. Vous avez un gros groupement avec beaucoup de carbone. Et la règle numéro 3 sur ce carbone. D'accord? Alors faites attention, hein, même si ici vous avez qu'un seul chlore et ici vous avez plein de carbone, on fait en fait par rang. C'est-à-dire qu'en partant d'ici, au premier rang, on rencontre le chlore qui fait à peu près 35,5 de masse molaire. Ici, on rencontre un CH qui fait que 13 avec le H, pardon. Donc on s'arrête ici, le 35,5. Par contre, pour déterminer entre celui-ci qui fait 15 parce qu'il a 3 hydrogènes, et ben tout le reste ici va compter. Parce que lui, après, il n'a plus rien, alors que celui-là, il a encore plein de choses. D'accord? Quand il n'y a pas de grande différence, on s'arrête, mais sinon, on garde ce qu'on a. Donc en théorie, si vous faites ça, vous faites du 1, 2, 3, donc vous tournez en sens R. Le seul problème, c'est qu'on vous demande du 1S chlorophényléthane. Donc si vous voulez inverser ce sens, il y a une seule chose à faire, c'est envoyer votre plus gros groupement vers l'arrière, d'accord, et envoyer votre plus petit groupement, ici, votre H, vers l'avant. Et là, vous avez bien un carbone de configuration S. D'accord?
Donc vous avez je vais les réécrire juste en dessous, pardon, vous avez du tchac, voilà, si je le réécris plus simplement, vous avez du 1-chlorophényléthane. D'accord, on peut cacher le H si vous voulez, ça ne nous dérange pas. Et on vous dit que ce 1-chlorophényléthane est traité par une solution de cyanure de sodium. Solution de cyanure de sodium, je vous la donne entre parenthèses. Tout à l'heure, on avait vu que la soude, c'était du Na+, plus du OH-. Et bien là, c'est à peu près la même chose, sauf que j'ai changé un petit peu le réactif, voilà, pour changer un petit peu, pour ne pas faire qu'avec la soude. Le cyanure de sodium, c'est du NaCN. Okay, donc c'est du, je mets des guillemets, Na+, plus du Cn-. Faites bien attention à la charge et sur le C. Donc qu'est-ce qui va se passer? Alors, moi j'aime bien entourer les charges aussi. Voilà. Vous avez un halogène, donc forcément vous allez avoir une charge delta- ici et delta plus ici sur ce carbone. Ok. Delta plus ici. Donc, on vous dit par contre que c'est une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1. Tout à l'heure, on a fait une substitution nucléophile d'ordre 2. Si c'était une SN2, vous réfléchissez pas, vous faites attaquer votre charge sur le chlore, vous enlevez le chlore et vous avez votre produit. Une inversion de Walden, votre sens va devenir R, terminé. Le seul souci, c'est qu'on vous dit ici que c'est une SN1. Donc qu'est-ce que c'est qu'une SN1? C'est une réaction en 2 étapes. Et en réalité, votre produit ici, de cyanure de sodium, il n'intervient pas tout de suite sur votre première étape. En réalité, votre molécule ici va perdre spontanément son halogène, c'est-à-dire que le chlore va emmener les électrons et se séparer de la molécule, c'est-à-dire qu'il va prendre toute la liaison. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir un carbocation, ici, d'accord, plus le Cl-, qui est parti avec le doublé. Donc lui, il en a 4 autour, si je devais écrire les doublés. Et par contre, ce carbone, lui, s'est fait arracher des électrons avec ce départ, donc le carbone ici, et plus. Là, c'est plus, vous voyez, vous aviez une charge partielle au début parce qu'il y avait encore la liaison. Là, le chlore est parti avec les électrons, donc on a une charge plus. Alors je vous ai dit, ça c'est pas spontané, il faut par exemple chauffer. Donc ça veut dire que si vous mettez cette espèce-là à chauffer, il va se passer ça. Si vous arrêtez de chauffer, évidemment, la liaison va se reformer. Qu'est-ce qui va se passer sur cette molécule-là? Alors rappelez-vous, vous avez aussi un hydrogène sur votre molécule. Un carbocation, donc ça c'est ce qu'on appelle un carbocation. Ça c'est un carbocation, parce que c'est une molécule cationique qui a un carbone. En réalité, vous allez avoir cette molécule qui sera complètement plan. Un carbocation, ce qu'on appelle un carbocation, par définition, c'est la définition, un carbocation est plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors on va essayer de le dessiner, votre molécule, avec le H, en théorie, si je dessine le H comme ça, avec votre CH3, d'accord, je vous rappelle ici c'est un CH3, d'accord, elle est complètement plan. Donc ça veut dire que tous ces 3 substituants, voilà, ces 3 substituants sont dans le même plan. Vous voyez, ici au début on avait des choses qui étaient devant ou derrière, là c'est que des traits simples, ça veut dire que tout est dans le même plan. On voit un petit peu mieux sur la correction, donc n'hésitez pas à aller voir la correction en papier. Donc c'est dans le même plan. D'accord. Ce qui veut dire que en cas de SN, dans le cas de la SN1, vous formez un carbocation plan. Ça veut dire que lorsque vous ajoutez votre NaCN, d'accord, donc Na+, plus, on va écrire dans l'autre sens, Cn-, c'est pas très joli, on va l'écrire dans le sens normal, Cn-, d'accord. Vous avez ici, pardon, j'ai oublié, le petit plus. Vos molécules, elles tournent dans l'espace. Donc ça veut dire, imaginez, vous avez une feuille de papier, vous voulez jeter une fléchette dessus, et cette feuille de papier, elle tourne constamment. Donc en théorie, statistiquement, vous avez autant de chances de toucher une face de la feuille que l'autre. Et en fait, c'est ce qui va se passer, c'est que votre Cn-, il peut former
une molécule, il peut venir attaquer par-dessous votre plan, d'accord, ou il peut venir attaquer par-dessus votre plan. Donc on va prendre par exemple le chemin A par-dessous et le chemin B par-dessus. Statistiquement, quand vous avez un plan, vous pouvez attaquer des deux côtés. Vous voyez bien la différence avec tout à l'heure, hein, je vous remontre. La grande différence avec tout à l'heure, c'est que comme l'halogène est déjà là, par exemple là l'halogène est devant le plan, il occupe l'espace devant ce plan. Donc en fait, votre OH- il n'a pas d'autre choix que d'attaquer par derrière, parce que l'avant du plan est occupé. Ici, vous n'avez plus d'avant, plus derrière, vous avez un plan. Vous avez quelque chose où le devant du plan ou le derrière du plan n'est pas gêné, donc statistiquement, vous allez attaquer devant et derrière. Alors, ce qui fait que vous allez avoir deux produits possibles. Le produit A de l'attaque par-dessus le plan, d'accord? Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir votre phényl ici, votre CH3, et vous allez avoir votre CN-, donc votre CN maintenant, qui va être sur le dessus du plan. Et évidemment, votre H va être derrière. Ça, c'est en cas d'attaque A. Votre phényl, si vous avez une attaque par derrière le plan, votre CN va venir derrière. Vous avez ici votre H qui sera devant le plan et votre CH3 ici. D'accord? Et quand vous regardez les règles de nomenclature, vous allez avoir carbone, azote, c'est très très lourd. Hein. Vous avez l'azote, c'est considéré comme un gros groupement. Donc vous faites du 1, 2, 3. Techniquement, vous tournez dans le sens anti-horaire, donc c'est un S, et votre plus gros groupement est devant. Donc on peut valider cette configuration ici. Vous formez un composé S quand vous faites l'attaque par derrière le plan. Ça, c'est votre composé A. D'accord? C'est l'attaque par derrière le plan. Si vous regardez maintenant le deuxième ici, on fait bien du 1, 2, 3 sur les priorités. D'accord? Techniquement, vous tourneriez aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous devriez avoir un carbone S. Le seul souci, c'est que H est devant. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On inverse, donc votre centre ici, en réalité, il est R. Hop. Et ce produit-là, il résulte d'une attaque par devant le plan, par derrière, pardon, et c'est votre produit B. Je vais les inverser, pardon. Ah, c'est bien ça, pardon. Votre produit A, c'est par derrière, et votre produit B, c'est par devant. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit, c'est statistique. Vous avez 50% de chance de tomber sur l'un et 50% de chance de tomber sur l'autre. D'accord? Non, je me suis réellement trompé. Excusez-moi, l'attaque par derrière, c'était A et celui-ci, c'est B. Pardon. Voilà. Vous avez 50% de chance d'attaquer devant ou d'attaquer derrière. Donc, au final, vous avez 50% ici. Vous avez 50% de produits B et 50% de produits A. C'est ce qu'on appelle un mélange racémique. C'est-à-dire que vous avez deux espèces qui sont de configuration opposée, mais à 50% de présence pour les deux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mélange racémique. Vous avez 50%. Vous avez 50% d'une molécule qui est R plus 50% de la même molécule mais qui est S. Pardon. Et ça, c'est typique, ça, c'est caractéristique d'une SN1. Voilà. C'est ce qu'on a vu dans le cours, en fait, vous voyez. SN2, vous faisiez une inversion de Walden, SN1, vous avez un mélange racémique. Donc ça veut dire qu'en fait, en chimie, vous avez des procédés pour savoir si votre molécule, ce qu'on appelle chirale, si elle a un centre R ou S. Quand vous faites une SN2, voilà, vous voyez, au début, vous avez une molécule qui est chirale parce qu'elle est 100% R, il n'y a pas de S.
À la fin, vous avez une molécule qui est chirale parce qu'elle est 100% S, il n'y a plus de R. Et donc, en fait, quand vous mesurez ce qu'on appelle l'activité optique, en fait, tout simplement, c'est une déviation de la lumière. Quand vous venez faire taper de la lumière sur cette molécule-là, elle va légèrement dévier à gauche si elle est S, ou légèrement dévier à droite si elle est R. Voilà, donc ça, c'est un appareil de mesure. Donc, si l'activité optique est conservée, en fait, vous faites une SN2, parce que vous passez d'une molécule qui est énantiopure, c'est-à-dire qu'elle est purement R, à une autre molécule énantiopure S. Donc voilà, vous conservez votre activité optique, alors que dans le cas d'une SN1, vous démarrez avec une molécule qui est énantiopure, c'est-à-dire 100% de configuration S, mais vous arrivez à 2 molécules énantiopures de configuration opposée en même proportion. Donc, ça veut dire que statistiquement, la lumière elle va rencontrer une molécule S, va être déviée vers la gauche, puis rencontrer une molécule R et être déviée vers la droite. Au final, voilà, il ne va rien se passer, la molécule va continuer tout droit. Et donc on va perdre l'activité optique. Et donc ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on va utiliser dans l'exercice 3, d'accord, pour savoir, là vous voyez dans cet exercice, je vous disais, elle subit une SN2, elle subit une SN1, et là dans l'exercice suivant, je vous dis, le produit formé ne possède pas d'activité optique, ou le produit formé par cette réaction possède une activité optique. Vous voyez, on peut avoir l'information de dire, c'est une SN1, j'ai pas d'activité optique, c'est une SN2, j'ai une activité optique pour les produits, ou alors l'inverse, on vous dit, le produit a une activité optique, c'est une SN2, ou n'a pas d'activité optique, c'est une SN1. D'accord ? Sur ce TD-là, on va s'arrêter ici. En termes de TD, voilà, je vous fais des contenus qui durent un tout petit peu moins que la séance. Là, on va faire une séance d'1 heure. La prochaine fois, hein, on traitera l'exercice 3 et 4. Je vous fais un tout petit peu moins, voilà, parce que en TD, il vaut mieux réfléchir que d'écouter une correction. Et si je corrige pendant 1 heure et demie, ça va être assez chargé, on va dire, pour vous, prendre les notes, des choses comme ça. Donc je m'arrête ici. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez besoin. Vous avez mon mail. Et d'ici là, écoutez, bon courage à vous.